Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Bonjour à tous, bon matin. Comment allez-vous? Bien, on est chanceux avec cette magnifique matinée d'automne. Donc, je pense qu'on est chanceux de passer ce moment-là ensemble. Donc, je m'appelle Alex Fournier. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'animer ce déjeuner causerie avec Antoine Laporte ce matin. Antoine est un grand pianiste, mais c'est aussi un grand ami à moi depuis fort longtemps. Donc, je l'admire pour son talent, pour sa virtuosité, pour ce qu'il a accompli. Mais je l'admire aussi pour qui il est en tant que personne. Puis pour avoir suivi son cheminement depuis son entrée au conservatoire, je peux vraiment vous témoigner de sa résilience, de sa persévérance, de sa détermination, de sa passion, de sa discipline. Et je peux vous dire que le niveau de focus et de sacrifice qui est requis pour devenir pianiste professionnel, c'est certainement équivalent à ce qu'il faut pour devenir un champion olympique. Puis c'est de ça qu'on va discuter ensemble aussi. Il va y avoir beaucoup de musique, mais Antoine vient nous raconter son histoire en mots et en musique. Donc, il va vraiment nous raconter tout ce qu'il a vécu, son parcours finalement. Et on fait ça ici dans notre salon, dans notre maison de la culture. On veut que cet événement-là soit très décontracté, très convivial. Donc, sans plus attendre, permettez-moi d'introduire formellement notre invité. Lauréat du 3e prix de la 107e édition du célèbre Prix d'Europe à Montréal, Antoine poursuit actuellement une carrière de pianiste et de chercheur en musique. Il est actuellement inscrit dans le programme très contingenté de doctorat de musique, recherche et pratique du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Donc Antoine nous vient de Paris. Il retourne, je crois, à Paris cette semaine d'ailleurs, donc on est chanceux. Antoine Laporte détient un baccalauréat, un diplôme d'artiste, une maîtrise en musique couronnée du prix en piano ainsi qu'un diplôme du stage de perfectionnement du Conservatoire de musique de Montréal. Antoine a reçu ses cours de maître de grands pianistes tels que Louis Lortie, Léon Fleischer, Michel Béroff et plusieurs autres. Comme concertiste, Antoine compte parmi ses prestations importantes un récital à la Carnegie Hall à New York, une prestation à la Corner Hall de Toronto, un récital à la Chapelle historique du Bon Pasteur de Montréal. Son récital lecture sur les traces de Gabriel Pierné a été représenté au Québec et en France. Antoine s'est produit avec l'Orchestre symphonique de Longueuil, l'Orchestre symphonique de Laval, la Sinfonia de Montréal et le Cathedral Bluffs Symphony Orchestra de Toronto. Son premier album solo, comprenant entre autres des œuvres de Brahms, Scriabine et Walter Boudreau, a reçu un accueil très favorable auprès du public. En décembre 2021, il lance un album double, Gabriel Pierné, feuillet d'album, qui est en vente ici aujourd'hui en passant, qui a reçu d'excellentes critiques, dont 5 étoiles de la Sénat musicale. L'album a été finaliste au prix Opus 26 dans la catégorie Album de l'année, musique classique, romantique, post-romantique et impressionniste, et est présentement distribué en Europe sous l'étiquette Continuo Classique. Des extraits ont d'ailleurs été diffusés sur Ici Musique, CBC Musique, Radio Classique Montréal, Radio France et Radio Classique France. Donc, veuillez vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement Monsieur Antoine Laporte. Bonjour Antoine. Salut Alex. Comment vas-tu? Super. Merci énormément d'être avec nous aujourd'hui à la Maison de la Culture. Je te souhaite bienvenue, mais je devrais peut-être dire re-bienvenue. Puisque l'année dernière, on a fait un grand ménage ici et moi, j'étais en charge d'un des placards en haut. Et j'ai trouvé un paquet de billets Antoine Laporte à la Maison de la Culture, si je ne me trompe pas, en 2011. Oui. Donc tu as déjà joué ici, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Ça fait déjà un petit bout. Je me rappelle, j'avais juste sur le piano là-bas, puis il était ici, me semble. Puis c'était un concert, il me semble qu'il y avait eu un dîner spaghetti avant ou quelque chose, on avait installé la table. Puis j'avais joué un concert classique, là, des pièces de Mozart, Liszt, assez variées. Là. Ouais.
Super. Puis, comment tu te sens aujourd'hui? Parce que tu es évidemment habitué à faire des performances devant grand public, mais l'emphase est vraiment sur ton jeu, sur ce que tu joues. Tandis qu'aujourd'hui, oui, tu vas nous jouer plusieurs pièces, mais l'emphase est plus sur ton parcours, sur toi en tant que personne. Donc, comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, fébrile, parce que c'est rare qu'on peut faire ça. Normalement, on fait des entrevues, un peu parler les projets actuels, ce qu'on fait, les concerts qui s'en viennent, mais de faire une rétrospective sur tout notre parcours de musicien, les études, les débuts de carrière aussi, c'est super le fun. En même temps, c'est un peu inconfortable parce que c'est assez personnel aussi, là. Donc, il y aura peut-être des choses un petit peu plus... à dévoiler, là, mise à nu un petit peu, je pense. C'est ça qui me rend un peu inconfortable, mais je pense que ça peut être intéressant. Super, ben merci, puis merci d'accepter de faire ça avec nous aujourd'hui. Ça va être une conversation en trois parties. Donc, on va d'abord parler de la naissance de ta passion, vraiment les débuts. Ensuite, de passion à profession, un peu quand tu as décidé d'aller au conservatoire, tu es devenu vraiment plus professionnel. Puis, de vivre de sa passion, où on va parler plutôt des projets qui sont en cours présentement. Donc, j'y vais d'une première question. Si on va vraiment du début, comment et quand est-ce que tu as découvert que tu avais une passion pour le piano? Ben, très tôt, j'allais au piano naturellement. Là, à l'âge de 3 ans, je pense, j'allais pianoter. On avait un piano dans le sous-sol qui avait appartenu à la famille de mon père. Là. Je pense que c'était sa mère. Puis ça a été dans la famille pas mal. Puis j'allais pianoter. On a même une photo où est-ce que j'avais ma suce. Là, je mettais sur le piano. Puis je jouais. Je prenais la suce après. Puis aussi, ben, ma grand-mère venait souvent à la maison. Puis elle pouvait jouer un peu de piano. Elle jouait, juste comme elle disait, elle jouait ses accords, ses arpèges. Parce que son père avait été un musicien professionnel. Puis, donc, elle avait appris ça, puis elle venait tout le temps jouer ça. Puis, je pense que ça a été peut-être ma première bougie d'allumage. Là, ça a été la personne, ouais. Puis, tu sais, ma grand-mère, bon, elle est décédée maintenant, mais il manquait un petit doigt. Là. Donc, sa main droite, au lieu de faire un accord à 3 doigts, tu sais, comme ça. Ben, donc, elle faisait avec 1, 2, 4, comme ça. Ce qui fait qu'il y avait toujours un doigt qui retroussait dans les airs. Puis j'avais appris comme ça au début à jouer avec le petit doigt dans les airs. Là. Puis, donc, je pense que ça a été ça. Puis, peut-être que je vous dirai tantôt un petit extrait là, de ce qu'elle jouait tout le temps. Après, ben, c'est ça, je pense que c'est à force d'y aller puis de reproduire par oreille des mélodies que j'avais entendues à la télévision que ma mère a vu que j'avais une oreille puis qu'elle a décidé de me faire suivre des cours de piano là, à l'âge de 8 ans. C'est quand même tard, là. C'est pour d'habitude, pas d'habitude, mais les petits prodiges commencent plus tôt que ça. Fait que j'étais pas un enfant prodige du tout. Puis j'ai commencé, ça a été tranquillement. Là, les cours à 8 ans, je me rappelle, j'allais à l'école Mario Goretti, puis j'allais au Boulevard Musique à pied après les cours. Là. Prendre des cours là-bas. Puis ça a été à quel âge ta première pièce complète là, que tu dis là, j'ai joué une pièce? Ben, c'est ça, tu sais, je pense que ça marche par les méthodes, là. Quand on commence, moi, c'est la méthode Aaron, là, c'est un livre bleu. Même la première, c'est un livre orange horizontal. Puis l'autre, c'était la deuxième. Ça devait être la deuxième année où est-ce que j'ai joué une pièce qui avait un certain intérêt, là. Mais à cet âge-là, c'est plus des petits morceaux. Ça se passe autour du do central, là. On apprend à lire un peu comme ça la clé de sol, puis on descend la clé de fa, puis de plus en plus, on élargit, là. Toute la portée. Fait que ça a été... Je me rappelle, c'était la balançoire, là, que j'avais joué. Là. Super. Pourrais-tu nous jouer ça? Parce que c'est le fun, parce que là, on va voir des pièces que tu joues maintenant qui sont extrêmement plus complexes. Mais là, c'est bon de voir d'où ça a commencé avec la balançoire. Sûr, merci. Ouais. Merci. Voilà. Puis il y avait la pièce de ma grand-mère aussi qu'elle venait toujours jouer. Là. Ça sonnait comme ça. Excellent. Puis, donc là, tu as commencé en jouant les pièces que tu entendais à l'oreille.
à la télévision. Ensuite, tu as commencé les cours. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les concours. Puis c'est là où tu as commencé, je pense, à compétitionner. Peux-tu nous parler, c'est quoi un concours pour ceux d'entre nous qui ne savent pas nécessairement c'est quoi? Puis nous parler de ta première expérience dans un concours. Là. Oui. Vraiment... Ouais, un concours, c'est une prestation devant un jury. Il peut y avoir plusieurs juges ou juste une juge. Souvent, quand on apprend la musique, on apprend un programme pour l'année. On le joue au concert de fin d'année. Parfois, si on va dans une école, on fait les examens. Les concours, c'est comme un truc à part qui permet d'aller jouer notre répertoire devant une autre personne que son prof, puis un public aussi. Donc, c'est comme un concert, puis en plus, on a des commentaires d'un jury qui peuvent nous donner un feedback sur ce qu'on vient de faire, sur le travail. Donc, je trouve que c'est très formateur. Puis en même temps, on voit le niveau selon notre âge, là, où est-ce qu'il est, si on est moins avancé, plus avancé. Puis, moi, mon premier concours, je pense que c'était à l'âge de 12 ans que je l'ai fait. C'était à Verdun, pas loin de où est-ce que tu habites. C'est assez drôle. Et c'était le concours musique classique de Montréal. C'était organisé par certains profs de Vincent d'Indy. Puis, donc, ça a été ma première expérience. Je devais jouer des petites pièces, là, pas très développées, là, plus développées que la balançoire. Là. Et puis, je me rappelle que j'étais très nerveux, là, très stressé, là, plusieurs semaines avant. Je prenais ça à cœur. Puis, en même temps, je trouvais ça intimidant, d'aller jouer puis qu'on va être jugé. Là. Puis, ça a bien été, j'ai bien joué, je me rappelle, ça avait été une belle expérience. La juge aussi, elle m'avait donné des bons commentaires, elle avait été très positive. Mais c'est sûr, quand j'écoutais les autres de mon âge, surtout les pianistes asiatiques, là, parce que eux, c'est très important, là, la musique, dès qu'ils sont jeunes, là, les parents les inscrivent dans les cours, puis il faut qu'ils pratiquent, puis tout ça. Fait que j'étais vraiment pas de niveau pour le concours. Là. Fait que peu importe comment j'aurais joué, j'avais pas le niveau. Mais moi, je me rappelle que ça avait été une belle expérience parce que j'avais bien fait ce que j'avais à aller faire. Puis l'autre expérience, c'était au concours interélève de Vincent d'Indy. J'ai fait 2 fois, me semble. La première année, j'avais pas passé deuxième étape. Puis la deuxième fois, j'ai passé à la deuxième étape. Puis je me rappelle... il y avait juste avant moi, il y avait une étudiante qui jouait une sonate de Mozart, un mouvement de sonate. Puis moi, je devais jouer la même juste après. Puis sauf qu'elle, elle jouait comme 3 fois plus vite. 3-4 fois plus vite, plus fluide, elle était plus avancée. Moi, je devais aller jouer juste après. Là. Fait que ça avait été un petit peu stressant. Là. Déjà, on est stressé, là, on voit ça, ça l'aide pas. Puis c'est ça, ma mère était là. Il me semble qu'elle m'avait dit que j'avais bien joué. Puis le juge aussi avait dit que la vitesse, c'était pas le plus important, mais c'était de bien rendre les pièces. Donc, ce que j'avais fait, je pense. Puis une petite anecdote drôle aussi. On attendait les résultats après avoir joué. Puis mes frères étaient là. Puis un de mes frères s'est levé. Puis devant tout le monde, il est allé sur la scène. Il est allé jouer au clair de la lune. Comme ça. Mais c'est pas un pianiste, là. Non. Il s'est levé, il a salué, les gens l'ont applaudi. Tu sais. Puis, ma mère était très mal à l'aise. Si on revient sur cette chanson-là, excuse-moi, faut pas dire chanson, faut dire pièce ou morceau. Ouais. Antoine m'a pas repris parce que là, on est sur le stage, mais c'est bon. Donc, on dit une pièce, pas une chanson, ou surtout pas une tune. Ouais. OK, donc, mais moi, j'ai pas du monde classique, donc faut m'excuser. Là. Morceau aussi, mais il paraît que morceau, ça passe pas tout le temps. Là. Ah ouais? Moi, je vais dire le mot qui passe tout le temps. C'est quoi? C'est pièce? Pièce, ouais. Moi, je dis pièce, juste pièce. OK, c'est bon. Donc, si on revient sur cette pièce-là, là, c'est ce moment traumatisant où t'as l'autre compétitrice qui est là avant toi puis qui la joue mieux et plus vite. Là, maintenant, j'imagine que tu la joues aussi bien, sinon mieux que cette personne-là. Oui, j'ai décidé de la reprendre juste pour aujourd'hui, tu sais. Puis, c'est ça. Je l'ai repris, j'ai retravaillé un peu, évidemment. Mais c'est sûr qu'avec toute l'expérience, c'est plus pareil, là. on voit, tu sais, je pense qu'avec l'expérience, on commence à... Tu sais, quand on apprend à lire, on voit les lettres, tu sais, on voit une lettre à la fois, ensuite on voit des syllabes, ensuite on voit un mot, puis ensuite on voit la phrase. Puis je pense que c'est un peu la même chose en musique. Quand on voit la phrase, mais là, ça devient moins ardu là, à déchiffrer la musique. Super, merci.
super. Ben, merci, Antoine. Là, on a parlé de ton premier concours, justement, où tu as peut-être réalisé qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Mm-hmm. Puis, ce qui t'a amené un peu plus tard à gagner, finalement, un premier concours. Peux-tu nous parler du premier concours où tu as remporté? Oui, ben peut-être parler du cheminement. Oui, absolument. Pour mon premier rang, ouais, c'est ça. Donc, 13 ans, j'ai fait ce concours-là. Puis à 13 ans aussi, avec la même pièce, je me rappelle, j'ai fait les auditions pour le Conservatoire de musique de Montréal. C'est ma mère qui m'avait inscrit. Puis dans ce temps-là, je faisais les cours à Vincent d'Indy. Puis ensuite, parce que j'ai eu une histoire compliquée avec les professeurs de la région, j'ai beaucoup changé au début. J'ai commencé José Langelier en musique. J'ai fait Lynn Charland aussi, mais Lynn Charland, à un moment donné, elle a dû partir à Sainte-Adèle, faire enregistrer un disque, puis tout ça, puis elle pouvait plus m'enseigner. Après, avant ça, j'ai eu Pierre Miette aussi, pianiste, que lui est parti au Casino, il était rendu pianiste là-bas. Donc, je perdais mes profs comme ça à chaque fois. Puis là, ma mère dit là, c'est fatigant, là, parce qu'il y a eu un an et demi, j'ai pas fait de cours. Puis elle dit, on va aller à Vincent d'Indy à Montréal le samedi. Comme ça, elle dit, l'école, elle va pas changer de place. Elle va rester là. Elle va pas s'en aller. Puis bon, j'ai fait ça. Puis finalement, on a découvert... en fait, celle qui m'avait préparé pour Vincent d'Indy, c'était Nathalie Bertium. Puis après ça, on a juste comme découvert qu'elle pouvait enseigner le programme de Vincent d'Indy, mais à Sorel. Fait qu'après, j'ai continué avec elle. Puis j'ai travaillé avec elle. Chaque prof me fait vraiment franchir une étape. Puis, donc, pour l'audition du conservatoire, c'est Nathalie Bertium qui m'avait préparé. Puis, ça avait été quand même aussi traumatisant parce que je me rappelle, c'était une salle toute noire. Les juges étaient au loin avec la petite lumière sur le bureau. Puis là, je devais jouer mes pièces que j'avais préparées. Je me rappelle plus vraiment ce qui s'était passé, mais je pense que j'avais quand même bien joué comme je devais jouer. Mais c'est ça n'a pas fonctionné. Là. J'avais été refusé au conservatoire parce qu'eux, ils prennent vraiment du niveau déjà avancé. Donc, je pense quand même, c'est ça, j'étais pas encore rendu là. Après, j'ai fait le concours de Sorel qui a commencé en 2003, donc à 13 ans. C'est comme une âge charnière quand même dans ma vie. Puis, il y avait Harry Brassard qui était le fondateur, puis c'est lui qui était juge cette année-là. La note la plus basse qu'on pouvait donner, c'était 80. Okay, on ne pouvait pas aller en bas de ça. Puis, moi, j'avais joué mon affaire, Puis j'ai eu 80. Mais tu sais, j'étais pas trop déçu dans le sens que pour moi, l'important, c'était juste d'aller jouer puis de bien faire ce que je peux faire. Mais encore là, il y avait encore un gap au niveau sur le plan du niveau. Puis la deuxième année, j'ai refait le concours et là, c'est Lorraine Prieur qui était juge. Puis elle m'a donné le 3e prix. J'avais des pièces un peu plus avancées, mais tu sais, j'avançais très lentement parce que j'étais un enfant normal. Tu sais, je jouais au hockey, je jouais au baseball. Tu sais, je faisais du piano aussi. Là. Je composais un peu aussi à 13 ans. J'ai gagné les concours de composition à la Naudière. Là, puis, donc j'avais, tu sais, mais voilà, j'étais assez équilibré. Un enfant équilibré. En fait, ouais. Puis elle m'a donné le 3e prix. Et j'ai fait le concours de Sorel souvent, puis c'est ma mère qui l'organise, mais elle s'est toujours arrangée pour que le juge ne sache pas que je suis son fils. Puis là, je me rappelle, après ma prestation, elle a fait un masterclass, donc je suis monté sur la scène, elle voulait me donner un petit cours devant les gens. Puis elle m'a dit vous êtes très musicien, c'est qui la mère de ce jeune homme? Ma mère, elle voulait pas comme on va pas savoir. Puis finalement, c'est ça, d'avoir eu un 3e prix, je m'attendais pas à ça, parce que j'étais plutôt habitué de finir dans les derniers. Là. Puis ma mère a décidé de m'inscrire à ses cours à elle. Donc je suis allé à Saint-Hilaire à partir de l'âge de, je pense, 14 ans, jusqu'à 17 ans, 15 à 17. Puis elle m'a vraiment fait travailler parce que c'était une accompagnatrice au conservatoire. Elle avait fait sa carrière au conservatoire comme accompagnatrice et elle enseignait aussi beaucoup. Puis c'est une grande pédagogue, vraiment professeure là, d'exception. Puis elle m'a fait franchir aussi là, d'autres marches. Elle m'a fait jouer des pièces de Moskowski, Fauré, Mendelssohn, des plus grosses pièces, plus dures que je pouvais faire, mais j'ai travaillé fort. Puis j'ai retenté les auditions du conservatoire à 17 ans. Puis ils disent que plus que tu attends, plus tu vieillis, plus c'est difficile d'entrer. Puis là, je me rappelle, mais là, avant ça, je pense que tu m'as parlé du concours. Fait que on peut peut-être parler du concours. Oui, on peut parler du concours avant. Puis... Ouais, donc je suis rentré au conservatoire à 17 ans, mais je vous raconterai plus tard les circonstances. Et j'ai gagné mon premier prix au concours de Sorel dans ma catégorie de 19 ans. Donc à l'âge de 19 ans.
Puis j'ai gagné avec un répertoire de Brahms, Beethoven et Liszt. Donc c'est ça m'a pris tout ce temps-là pour... j'ai commencé à 8 ans, jusqu'à 19 ans, ça a été mon premier prix que j'ai eu, catégorie, là, ouais, de 19 ans. Super. Avec du Brahms? Ouais, c'est ça. Avec quelle pièce? Ouais, c'est la Rhapsodie numéro 2 en sol mineur, opus 79. De Brahms, c'était une œuvre que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait des grosses basses, c'est très harmonique comme musique, puis Brahms m'a suivi après. Puis j'ai enregistré un premier disque avec la 3e sonate, qui dure genre 40 minutes, c'est un monument. Puis je l'avais joué à ma maîtrise. 40 minutes? Ouais. Est-ce que tu l'avais joué avec une partition? Ou... Non. Non, c'était à la fin de maîtrise. On n'a pas le choix. Les examens, on fait tout par cœur. Fait que j'avais joué ça. Puis après, plus tard, j'ai joué les Fantaisies opus 116 aussi. Donc, c'est Brahms, c'est comme quelque chose qui me va bien, là, musicalement. C'est plus dans mes cordes, là. Faut que je revienne sur le 40 minutes. Ça prend combien de temps à apprendre une pièce de 40 minutes sans partition? Ouais. C'est quand même phénoménal. Ouais. Ben, au conservatoire, là, normalement, on apprend un programme dans une année. Donc, je me rappelle l'avoir commencé à Hartford. J'allais souvent à Hartford, l'académie d'été. J'étais avec Richard Raymond dans ce temps-là. Puis, j'avais commencé, c'est ça, là, au mois de juillet à l'apprendre, d'après moi, ou un peu avant. Puis, l'examen était en avril l'année d'après. Là. Okay. Donc, peut-être 10 mois à peu près. 10 mois. Mais ça, c'est parmi plein d'autres pièces. Oui, parmi d'autres, musique de chambre, on a plein de choses. Là. Mais c'est sûr que ça, c'est comme le truc le plus important. Là. Le programme, j'avais Brahms, j'avais une pièce de Scriabine, puis une autre Jacques dessus. Là. Est-ce que tu nous jouerais une pièce de Brahms? Bien sûr, je vais vous la jouer. Merci.
Merci encore, Antoine. Plaisir. On a parlé plutôt de ton adolescence, que tu étais un adolescent normal. Tu jouais au hockey, tu jouais au baseball, tu jouais au golf. Mais tu as quand même dû travailler super fort pendant ces années-là pour préparer ton audition pour le conservatoire. Donc, j'imagine que tu écoutais beaucoup de musique classique à ce moment-là. La question, c'est est-ce que tu écoutais juste de la musique classique ou tu as d'autres artistes plus populaires de la musique populaire que tu appréciais aussi? Oui. Pendant l'adolescence, je dirais... j'ai découvert le groupe Coldplay. J'étais assez jeune. Coldplay, ça a commencé les premiers albums des années 2000. 2000, 2002, 2004, certains des albums. Puis c'était une musique, il y avait du piano dedans, donc ça m'avait attiré à la base. Puis c'était mon oncle Jean Doyon qui était musicien plus rock, puis m'avait fait découvrir pendant une partie de Noël une des pièces de Coldplay, là. C'était Clocks. Clocks. Ouais. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'avais comme été frappé par cette musique, mais je savais pas c'était quoi, puis j'avais pas vraiment après fait de suivi, là. Okay. Puis c'est plus tard que je pense que j'ai dû en réécouter, puis j'aimais beaucoup, puis j'étais allé m'acheter un disque, le premier disque Parachute, qui était dans un disquaire à l'époque où les disquaires existaient encore. En tout cas, qu'il y en avait plus. C'est en face du Colisée Cardin, il me semble. Puis c'était un album vraiment que j'avais acheté à l'automne, là, comme maintenant. Puis je trouvais que ça colorait bien là, mon monde musical dans ce temps-là. Non, c'est ça. Après, c'est ça, j'écoutais que ça. En fait, il y a un bout, j'écoutais que ça. Puis j'avais un projet de faire un groupe pour faire le hommage à eux. Donc, de jouer leurs chansons. J'avais fait ça au secondaire 4-5, je pense, parce que c'est ça, j'avais joué dans un concert de fin d'année avec Nathalie Bertillon, on avait fait Clocks, puis mon oncle s'était joint, puis il y avait un house band, puis tout, puis j'avais beaucoup aimé. Et c'est ça. Et après, j'ai voulu faire un cover de Coldplay, puis ça n'a pas abouti, là, parce que j'étais vraiment perfectionniste, là, puis je voulais vraiment que tous les sons soient pareils. Puis, je sais pas s'il y en a qui connaissent Coldplay, c'est peut-être... ouais. Parce que dans le fond... ce piano-là, je l'ai acheté sur 2006, puis il y a une raison là, pourquoi je l'ai acheté, ce piano-là. C'est parce qu'il y avait un son d'orgue pareil comme la pièce Fix You de Coldplay, puis vous allez la reconnaître, là. Deuxième couplet. Ainsi de suite. Pareil. Alors, ouais, pareil. Finalement, il m'a servi pour autre chose, donc tant mieux, tu sais. Toi, t'es arrivé au magasin, puis t'as essayé ça, t'as dit, ça sonne pareil, c'est bon, voilà. On l'achète. Ouais, c'est bon. Puis finalement, j'ai essayé, après ça, c'est ça, j'avais essayé avec un groupe, puis ça n'avait pas fonctionné, puis à un moment donné, je cherchais des musiciens, puis c'est là que j'ai rencontré Alex. Il voulait venir, il était intéressé par le projet, puis finalement, ça s'est transformé en autre chose. On a fait un projet de ses compositions, puis jamais... Nos compos. Nos compos, ouais. Puis j'aimais autant ça, parce que là, c'était de la création, donc c'était différent, puis... Je commençais aussi, je venais de déménager à Montréal, fait que c'était une nouvelle... Fait que je venais le déranger, on allait pour aller dans les bars. Parce qu'il y a des fois, il fallait prendre des pauses. Ouais, c'est ça. puis là, je me rappelle, j'allais à Saint-Hubert, on allait pratiquer une fois par semaine, puis ça avait été vraiment une belle période, là. J'avais beaucoup apprécié, on avait fait des concerts à Montréal aussi, dans les places. Là. C'est laquelle ta pièce préférée de Coldplay? Il y en a plusieurs. Tu sais, Fix You, il y a un moment que c'était vraiment ma pièce préférée. Puis c'est aussi la pièce que quand les Canadiens de Montréal embarquent sur la glace, là, c'est ça qui joue. C'est pas la partie que je vous ai jouée, c'est la partie à la fin. Là. Toutes les bandes puis les chœurs. Il y a Clocks, c'est sûr, aussi. Mais je me suis tanné de Clocks parce que, à un moment donné, je la jouais. Puis tout le monde me dit « Ah, joue Clocks. » J'étais tanné de la jouer. J'haïssais. Puis il y a Take Life in Technicolor qui est sorti sur l'album Viva la Vida en 2009.
qui est un album où est-ce que le band, il a comme délaissé un peu le côté acoustique, le côté plus alternatif, il est allé vers quelque chose de plus exploratoire. Et je me rappelle, il y avait une pièce, pas sur Viva la Vida, mais un EP qui ont sorti juste l'année d'après, qui s'appelle Prospect March. Et il y avait une pièce piano seul sur le disque, toute courte, là. C'est un petit bijou. Ça s'appelait Postcards from Far Away. Est-ce que tu peux nous la jouer? Bien sûr. Super. Merci. J'aime beaucoup Coldplay, fait que je vais vous en jouer une autre. C'est la période justement où j'essayais de faire un groupe à hommage à Coldplay, puis un des guitaristes ne pouvait plus jouer avec nous. Donc, j'ai dit, faut que j'apprenne la guitare. Là, parce que Coldplay, il y a beaucoup de piano, mais il y a beaucoup de guitare aussi. Ouais. Il y a beaucoup de pièces de guitare. Puis le chanteur Chris Martin, ce que j'aime, c'est qu'il va toujours s'arranger pour pas faire des barrés comme ça. Puis ça fait mal à la main. Puis il désaccorde la guitare. Comme ça sonne mieux. Comme exemple, normalement, c'est ça. Si on écoute, les deux dernières notes sont pareilles. Ah, c'est pas supposé, ça. C'est quasiment comme une guitare 12 cordes. Quand il y a vraiment un tuning, on appelle ça un tuning, la façon que c'est accordé, c'est bizarre. Il y a une période où est-ce que je chantais aussi. Puis aujourd'hui, c'est vraiment un événement, comme on disait tantôt, là, hors norme. Donc, je fais jamais ça. C'est vraiment aujourd'hui, c'est une petite gâterie. Là. Donc, je vais vous chanter une chanson de Coldplay qui s'appelle A Rush of Blood to the Head. C'est pas vrai, c'est l'album. Puis la pièce, c'est God Put a Smile Upon Your Face. Dieu a mis un sourire sur ton visage. Puis Coldplay, c'est assez subtil les paroles. On peut faire un peu l'interprétation qu'on veut. J'ai lu un truc. En fait, en gros, ça dit. Il parle beaucoup de Dieu, un peu du jugement, du bien et du mal, de ce qu'on peut faire. Aussi, des fois, c'est difficile de juger où est la ligne entre le bien et le mal. Puis c'est ça. Je pense qu'il parle de ça pour lui, mais aussi s'il compare à d'autres personnes, il dit que pourquoi quelqu'un d'autre pourrait mieux juger que moi-même. Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais je pense qu'à mon adolescence, j'écoutais plus ou moins les mots. Là. C'était plus la musique que j'aimais. Where do we go? Nobody knows. I've got to say I'm on my way down. God put a smile around my face. God put a smile upon my face.
ever say you're on your way down. When God give you style and give you grace, and put a smile upon your face. Oh yeah. Now when you work it out, I understand you. Yeah, when you work it out, I wanted to. Now when you work out where to draw the line, your guess is as good as mine. 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 Where do we go? Nobody knows. Don't ever say you're on your way down. God give you style and give you grace, and put a smile upon your face. Merci. De Oui. passion à profession. Mhm. Donc là, on en a parlé un peu, tout le travail qui était fait pour préparer l'audition pour le conservatoire. Mais la question, c'est à quel moment dans ta vie est-ce que tu as décidé de faire du piano ta profession? Parce que c'est pas une petite décision là, de dire écoute, ça va être ça, j'y vais all-in sur le piano. C'est pas non plus le chemin le plus facile. Fait qu'à quel moment tu as dit, moi j'y vais, puis à 100%? Ouais, je pense qu'il y avait. J'ai été un peu naïf. J'ai jamais vraiment. J'ai toujours dit que je voulais être musicien. Ça, j'ai toujours senti que j'avais comme. Parce que je voyais au cégep, tu sais, les jeunes, je sais pas ce que je veux faire. Moi, je me suis jamais posé de questions parce que je me dis, je veux faire ça. Fait que. Je pense qu'après, les questions viennent un peu plus tard, là, dans la trentaine. Là, tu réfléchis un peu plus, tu regardes un peu plus autour de toi. Mais je pense aussi, le conservatoire, quand je suis rentré là, le mandat, c'est de former des musiciens professionnels. Donc, quand on commence le conservatoire, on fait le cégep, puis quand on commence les études supérieures, je pense que c'est un bon signe que c'est vers ça qu'on se dirige. Il y a peut-être un concert aussi que j'ai fait, c'était à Sorel, à l'église Marie Auxiliatrice, en 2011. C'était avec l'Orchestre symphonique de Longueuil. J'avais joué le 3e mouvement d'un concerto de Grieg. Et je me rappelle, c'était la première fois que je jouais en soliste avec un orchestre symphonique et ça m'énervait beaucoup. Là. C'était très nerveux, comme mon premier concours. Puis j'avais vraiment beaucoup pratiqué. Il y avait une petite histoire là-dessus parce que j'avais travaillé comme l'année d'avant, j'avais travaillé le premier mouvement du Grieg. Puis quand on m'a dit tu peux jouer avec l'orchestre, qu'est-ce que tu veux jouer? Ben, je vais jouer le premier mouvement du Grieg, je l'ai joué à l'école. Puis finalement, j'ai écouté le 3e mouvement, puis je le trouvais beaucoup plus grandiose. J'ai dit je veux faire le 3e. Et là, il restait quelques mois, puis c'était assez. C'était un beau défi, mais en même temps, c'était un risque. Mais je l'ai relevé parce que j'ai très bien joué, malgré que j'étais un peu blanc avant d'embarquer sur scène. J'ai bien performé cette soirée-là, puis la pièce aussi avait aidé pour ça. Parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, un premier mouvement d'une pièce, ça finit bien, mais en même temps, il est supposé avoir une suite. Tandis que la fin d'un 3e mouvement, c'est la fin de tout l'œuvre. Donc, c'est encore plus une bonne fin. Puis ça prenait ça, je trouvais, pour si tu vas juste jouer un mouvement.
Et peut-être qu'à partir de ce concert-là, j'ai vu travailler avec des professionnels, 70 musiciens professionnels, le chef d'orchestre, puis cet esprit-là. Je me rappelle, la salle était bondée. Il n'y avait comme pas le droit à l'erreur. Là. C'était la shot. Puis ça m'avait donné une énergie après, comme ah ouais, c'est stimulant, c'est des beaux défis. Puis ça a dû aussi contribuer à ce que je veux faire ça dans la vie. Je comprends. Puis si on retourne un peu à l'entrée au conservatoire, comment ça s'est passé en fait la deuxième fois que tu es retourné faire ton audition à 17 ans, puis que là ça a fonctionné? Mm-hmm. Oui, merci de revenir à ça. Ah, pas de problème. Ouais, l'audition au conservatoire. Donc, je disais plutôt que j'avais travaillé avec une prof à Saint-Hilaire, Lorraine Prieur, et j'y allais une fois ou 2 semaines le lundi, puis c'était des longs cours. Il y avait pas, c'était pas 1 heure ou 50 minutes. C'est comme on travaille jusqu'à temps qu'on ait fini. Fait que des fois, c'était 1h30, des fois 2 heures. Puis, était vraiment stimulante. Puis, à chaque fois que je sortais de là, ça m'inspirait beaucoup. Et on a tenté le conservatoire, donc ensemble, elle m'a inscrit, c'était la 2e année que j'étais avec elle, puis c'était plus un essai, parce que, juste te donner un but, mais ça a fonctionné. Là, j'ai été accepté à 17 ans. Et il y avait sur le jury les profs du conservatoire, là, il y a Louise Bessette, Suzanne Goyette, il y avait André Laplante, il y a un grand pianiste, lui, ils sont tous des grands pianistes, mais André Laplante qui était là, il y avait Raoul Souza aussi. Et j'avais joué un répertoire varié. Là. Il faut jouer, dans le fond, toutes les époques. Là. Un Bach, j'avais joué un classique qui était Haydn. J'avais joué une pièce de Mendelssohn, je me rappelle, Samuel Barber aussi pour pièce moderne. Et une petite anecdote, qu'il y avait une étudiante de André Laplante qui avait entendu mon audition jouer les variations en fa mineur de Haydn. Et elle était de l'autre côté de la porte. Et elle pensait que c'était son prof, André Laplante, qui jouait. Donc, j'étais agréablement ça a bien surpris. été. Là. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle quand je jouais, il respirait fort. Tu sais. J'entendais respirer pendant que je jouais. Je sais pas s'il aurait voulu que je respire plus, là. Mais ça se peut. Puis c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que finalement, j'ai été accepté avec Suzanne Goyette, qui était ma prof pendant tout mon cégep puis mon baccalauréat. Et Lorraine Prière m'avait proposé d'aller à un camp musical à Laurentides, je pense que c'était l'été d'avant les auditions, pour rencontrer cette prof. Et j'avais travaillé avec elle. Et ça avait bien marché. Elle voulait, je pense, travailler avec moi, elle trouvait ça agréable. Puis moi aussi. Et je me rappelle, j'y avais apporté une œuvre d'André Mathieu. André Mathieu, à l'époque conservatoire, c'était plus ou moins bien vu là, d'apprendre ça. C'était pas assez moderne pour l'époque. Tu sais. Puis, mais tu sais, moi, j'aimais beaucoup parce qu'Alain Lefebvre, dans ce temps-là, c'était comme mon idole. Il jouait beaucoup ça. Puis je l'avais vu jouer chez Lorraine Prieur, un concert d'André Mathieu dans un salon. Et elle avait travaillé avec moi cette pièce-là, puis elle avait été surprise à quel point je pouvais apprendre rapidement ce qu'elle me disait. Donc, je comprenais vite. Même si j'avais encore peut-être un petit retard sur mon âge, je catchais vite. Fait que, je pense que ça l'a aidé aussi à mon audition. Je pense qu'il faut toujours rencontrer le professeur avant de l'auditionner. C'est une bonne chose. Parce que oui, tu peux montrer que tu joues bien, mais aussi le prof, il faut qu'il ait le goût de travailler avec toi, que tu l'écoutes, que tu sois ouvert. Je pense que c'est un peu la même chose aussi pour Paris, on en parlera plus tard. Là. Mm-hmm. J'ai fait la même chose. Même chose. Ouais. Puis là, tu nous as dit, dans le fond, tu as joué plusieurs pièces pour l'audition, dont les variations de Haydn. Je pense que tu voulais partager avec nous. D'abord, pour les non-initiés à la musique classique comme moi, peux-tu nous parler, c'est quoi une variation, les variations? Souvent, on dit thème et variation ou variation. Normalement, il y a un thème principal. Et souvent, ça va être en 2 parties. Donc, une partie en mineur. Donc, et il y a une partie en majeur. Première partie plus mélancolique et l'autre plus lumineuse. Et souvent, chaque phrase est répétée, mais aujourd'hui, je vais pas répéter parce que ça peut être un peu long. Et le compositeur va faire un thème majeur-mineur et ensuite, il va varier, il va modifier le thème, il va ajouter des notes, il va modifier un petit peu, mais ça reste toujours autour de la même mélodie qui va faire des variations.
Donc, durant tes études, tu as participé à plusieurs compétitions nationales et internationales, dont le Bradshaw and Bueno International Piano Competition à New York, le Jinji Lake International Piano Competition à Suzhou, en Chine, et le Weidemann International Piano Competition en Louisiane, et aussi le Prix d'Europe à Montréal. Pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience dans ces différentes compétitions-là, nationales ou internationales, puis nous parler peut-être de celle que tu as le préférée ou tu as eu la meilleure expérience? Ouais. Ben, celle que j'ai préférée, c'était celle au Québec. C'était le Prix d'Europe, parce que j'ai eu un prix. C'est peut-être pour ça. C'est sûr que ça aide. Mais tu sais, c'était à la chapelle historique du Bon Pasteur, puis c'est une magnifique salle pour jouer. C'était un Fazioli. Parce qu'en fait, on devait jouer sur un piano Yamaha, qui était très bien aussi, mais j'avais un petit faible sur le Fazioli, et il y avait une corde de brisée sur le Yamaha, donc j'ai pu jouer sur le Fazioli, sinon on ne jouait pas sur le Fazioli. Et la première round, j'ai joué sur Fazioli. La finale, on avait joué sur la Yamaha. Mais sinon, je trouve que chaque compétition a été une expérience enrichissante, là. Surtout aussi de voyager, celui en Chine. C'est pas tous les jours qu'on peut aller en Chine. Puis j'étais allé 7 jours, là, c'est assez court. Parce que puis c'était assez compliqué aussi. C'était un peu stressant parce que là-bas, Google Maps, ça fonctionne pas vraiment. Fait que je savais pas trop quand j'arrivais là-bas, qu'est-ce qui se passait. Mais c'était tous eux qui s'occupaient de nous. Puis ça prenait un visa aussi, il y avait des démarches de plus à faire. C'était un concours international. Donc, normalement, pour un concours international, il faut envoyer une inscription, mais il faut envoyer une vidéo. Donc, il y a comme une sélection qui se fait. Donc, déjà, quand on va dans un concours international, ça, c'est parce qu'on a un certain niveau. Et c'était là-bas, c'était un centre Exhibition and Cultural Center. Là. C'était une salle qui était presque neuve. Suzhou, c'est une petite ville de Chine. Ils ont 10 millions d'habitants. Puis c'était spécial parce que je me rappelle, c'était une super belle ville. Puis dedans, la semaine, c'était très smoky. Là, c'était beaucoup de fumée. Mais il faisait quand même beau. Et la fin de semaine, on me disait qu'il fermait les shops. Là. Fait que là, ça venait clair. L'air était comme ici. Là, aussi clean. Puis, mais ça avait été une belle expérience de faire ça. Puis ça m'avait donné le goût d'en faire d'autres après. Ça, c'est sûr. Puis est-ce que c'est difficile? Parce que je pense que c'est 12 heures de décalage horaire, la Chine, ou presque. Ouais, c'est ça. Puis t'arrives là-bas, puis quand on est sur le décalage horaire, on n'est pas nécessairement à notre meilleur, mais toi, faut que tu performes à ton meilleur quand même. C'est ça. On avait une journée, on arrivait, je pense, on est arrivé la première journée, on a fait 13 heures de vol. Puis je me rappelle, après, on avait entendu à l'aéroport. Puis ensuite, il y avait, je pense, 2-3 heures d'auto à faire. Là. Puis on était pris dans le trafic. Puis on s'était couché très tard. Oui, puis le conducteur nous avait amenés au mauvais hôtel. Avec le rendu, il a fallu changer. Puis là, je pense qu'on jouait le lendemain. Là, wow. Ouais. C'est difficile. Non. On se prépare longuement. Moi, dans ce temps-là, j'étudiais à Toronto. J'étudiais à la Glencoe School, Royal Conservatory. J'avais fini Montréal. Puis, avec mon professeur, j'avais préparé ça. Il y avait plusieurs étudiants de lui qui allaient là-bas. On était plusieurs, on se connaissait. Là, on était une petite gang ensemble. Et c'est ça, j'ai rencontré des maîtres là-bas parce que les jurys, c'est un jury international. Donc, il y avait des grands professeurs. Je me rappelle, Pavel Gililov était là. C'est un prof, je pense, en Autriche. Il y avait Dominique Merlet, un grand pianiste français. John O'Connor, qui était mon prof, mais lui, c'est ça, quand c'est ses élèves, il ne peut pas juger, là, mais il pouvait quand même amener des élèves. Et puis, il y avait d'autres aussi que je ne connaissais pas, là, mais d'autres pays. Puis, tu sais, le Weidemann aussi, ça, c'est un concours de concerto aux États-Unis, en Louisiane. Puis, c'était la fois que j'ai pris le plus d'avions dans ma vie pour aller à une place. Il fallait switcher 3 fois. Là. Puis ça avait été une belle expérience aussi. Puis j'étais dans ce que j'aime aussi de certains concours, comme il y en a un en Mayenne aussi j'ai fait dernièrement, c'est qu'on a le choix des fois d'aller en famille d'accueil. Puis ça, je trouve ça plus intéressant qu'à l'hôtel parce qu'on apprend plus sur la culture, sur la ville, ce qui est bon dans cette ville-là, particulier. Je trouve ça plus enrichissant là, d'aller chez des familles d'accueil. Donc, c'est ça. À Weidemann, j'étais chez un couple là-bas. Puis, on est allé manger des écrevisses à l'étouffée, je pense, ou je sais plus. OK, wow. C'était très salé, là. Puis, c'est ça. L'autre, c'est quoi? C'est Weidemann, puis... il y a New York aussi. Ouais, New York, ça, c'était une compétition par vidéo. Il y a beaucoup de compétitions comme ça. On s'enregistre vidéo. Et...
faut envoyer la vidéo, puis ensuite, il y a un jury qui se fait à distance. Là. C'est peut-être le moins le fun à faire, là, parce qu'on a un courriel qui nous dit... Pendant la pandémie, beaucoup de concours ont fonctionné comme ça. Fait que... Puis si on revient sur ton expérience au Prix d'Europe, où tu as remporté un prix. Donc, comment ça s'est passé? Comment le Prix d'Europe, c'était 2018. C'était à la fin de mes études à Toronto. Je me rappelle, j'avais joué du Chopin, Rachmaninoff, des études de Chopin, Rachmaninoff, en première étape, une sonate de Beethoven, puis du Brahms, puis une pièce canadienne aussi. J'avais joué... Donc, juste pour dire, une étude, dans le fond, c'est une pièce de virtuosité qui focus sur une difficulté technique en particulier. Donc, parce que ça, des fois, une étude, c'est pas nécessairement une pièce sans intérêt musical. C'est pas juste une pièce technique. Il y a aussi, comme les études de Chopin, ça s'écoute comme une pièce normale. Là. Sauf qu'ils vont mettre l'emphase sur une difficulté. Des fois, c'est de faire sortir le chant au petit doigt. Des fois, c'est de faire chanter la main gauche. Des fois, c'est la virtuosité, les arpèges, tout ça. Ce concours-là, c'est ça. C'est que... j'avais joué, on envoyait une vidéo, ensuite on arrivait sur place, la demi-finale. On jouait un récital de 50 minutes. J'avais bien joué, sauf que quand je suis arrivé à la pièce canadienne de Jacques Etu, j'ai fait un petit blanc de mémoire dedans, là, un petit moment, mais c'est comme un peu le patinage artistique, on continue, on se relève, puis ça paraît pas trop. Sauf les juges, ils savent, les gens qui connaissent la pièce, ils savent aussi. Et donc je me suis dit... D'après moi, je vais être éliminé parce que la compétition est très, très forte. Fait que je me rappelle, après cette pièce-là, j'étais allé en backstage. Puis je suis revenu pour jouer la dernière œuvre, qui était les fantaisies de Brahms, opus 116. Et je m'étais dit intérieurement, je dis, ben là, d'après moi, je suis déjà éliminé. Fait que je vais juste m'amuser, avoir du plaisir à jouer. Puis finalement, j'ai passé. Puis un des juges est venu me voir après. Il m'a dit, ta première partie était bonne, mais j'étais pas convaincu. Puis quand il est arrivé avec le Brahms, là, c'était... Là, on savait, là, ça passait. Fait qu'il y avait une espèce de lâcher-prise qui a été bénéfique pour moi parce que je trouvais que j'avais bien joué les autres pièces d'avant, mais c'était d'une façon peut-être trop prudente. Je voulais être parfait, puis c'est vraiment quand j'ai décidé de lâcher prise que là, ça a plus peut-être touché ce juge-là, puis peut-être les autres aussi. Ouais, le naturel était là, l'âme était là, moins le stress. Ouais. Est-ce que tu accepterais de nous jouer cette fameuse pièce de Brahms? Ouais, c'est Fantaisie opus 116, il y en a 7, donc j'en avais joué 5 au concours. Je vais vous en jouer une courte. Les fantaisies, c'est des capriccios, donc des pièces plus de style plus intense. Puis il y a des intermezzo, qui sont des pièces plus douces, plus calmes. Donc je vais vous jouer un intermezzo de Brahms, opus 116.
Merci. Le compositeur Gabriel Pierné a joué un rôle important dans ta vie, je pense. Si je ne me trompe pas, quand tu as gradué du conservatoire, même dans le dernier concours que tu fais, c'était avec une étude de Pierné. Présentement, ton doctorat à Paris, c'est sur les œuvres de Pierné. Tu as aussi enregistré un album double sur les œuvres de Pierné. Puis tu as beaucoup de projets en cours là, qui... Peux-tu nous parler un peu justement de Pierné, disons, la place qu'il occupe dans ta vie, puis les recherches que tu fais présentement? Oui, ben, à la fin de mon baccalauréat au Conservatoire de Montréal, j'ai joué une œuvre de Gabriel Pierné que j'avais découverte en 2012 sur YouTube, carrément. Puis ça m'avait frappé et j'avais commencé à m'intéresser aux compositeurs, à lire des biographies, de savoir pourquoi aussi il était méconnu. Et finalement, j'ai découvert que c'est un compositeur et un chef d'orchestre très reconnu à son époque. Il a dirigé des œuvres de Debussy, de Ravel, les premières auditions, là, c'est lui qui les a fait. L'Oiseau de feu de Stravinsky aussi, c'est lui qui a dirigé la première. Donc c'était un personnage ultra important à son époque. Mais que l'histoire, oui, il s'en rappelle, mais c'est pas dans la connaissance générale de tout le monde. T'sais. On entend plus parler de Debussy, Ravel, Saint-Saëns et tout ça. Mais Pierné a joué un grand rôle et a composé beaucoup pour le piano. Et ma thèse de doc, j'ai décidé de la faire sur son œuvre pour piano et sa relation au piano. Et donc c'est ça, cette pièce-là, je l'avais joué à mon examen de fin bac, puis c'était peut-être la meilleure pièce que j'ai jouée parce que c'était vraiment personnel. C'était des fois au conservatoire, les professeurs nous font des suggestions d'œuvres aussi, ce qui est bien parce que ça nous fait travailler certaines choses qu'on a besoin. Mais celle-là, c'était moi qui l'avais trouvé et qui voulait la faire. Donc ça venait vraiment plus, c'était plus personnel. Et c'est une étude de concert où est-ce que tout a commencé pour moi avec Pierné. Puis c'est ça, quand j'ai fini après ça ma maîtrise, on pouvait faire un diplôme de perfectionnement et le projet, c'était de faire des auditions aux États-Unis et à Toronto et à Paris pour faire un doctorat. Et finalement, j'avais été accepté à Toronto pour faire un diplôme d'artiste. Puis, ça donnait quand même... C'était des grandes bourses qu'ils donnaient pour payer les frais de scolarité parce qu'ils engageaient des professeurs de renom pour faire des cours de maître. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de budget pour nous aider dans notre jeune carrière. Donc, j'ai décidé d'aller là pendant 2 ans faire un diplôme d'artiste après ma maîtrise à Montréal. Et c'est ça. Donc, c'est là que j'ai pu faire des concours. Il y avait beaucoup d'aide là-bas. Pour faire des concours, ils pouvaient nous aider à financer le voyage et tout. Les cours de maître aussi, on pouvait jouer Leon Fleischer, qui est un grand pianiste qui venait souvent, Robert MacDonald, Anton Nell, John Perry. En tout cas, il y avait des grands profs qui venaient. Et je me rappelle, à Montréal, on n'avait pas autant là, de masterclass avec des profs comme ça. Donc, je ne pouvais pas manquer cette opportunité-là. Puis après, quand j'ai fini ce programme-là, le projet de doctorat sur Pierné comme refait surface. Puis même à Toronto, j'en avais joué du Pierné, d'autres œuvres. Et finalement, j'ai décidé de poser ma candidature à Paris, Conservatoire national. Et dans le fond, il y avait un programme de doctorat avec la Sorbonne qu'on pouvait faire. C'est un partenariat. Et je trouvais que Gabriel Pierné, c'est un compositeur français, alors d'aller le faire à Paris, c'était la meilleure option. Avoir accès à des lettres à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, puis aussi le Fonds Pierné. J'ai pu contacter le musicologue qui faisait le pont. Donc j'ai pu avoir accès à des manuscrits, des choses très intéressantes. Et c'est pour ça que j'y suis encore, d'ailleurs, pour terminer ce projet-là. Et voilà, c'est ça, je pense. Pierné, il prend beaucoup de place. Puis mon album double, j'ai sorti en 2021 aussi. Là. Il y en a ici d'ailleurs, j'en ai apporté. C'est un projet qui est très important. Là. Et puis c'est pas fini, là, parce que je veux faire l'intégrale des œuvres. Ouais, c'est ça, je pense que c'est l'intégrale parce que c'est pas nécessairement accessible, ces œuvres-là, à tout pianiste qui veut. Parce que toi, tu as accès parce que tu as comme cherché, puis tu as fait les démarches, mais. Ouais, il y a beaucoup d'œuvres qui sont quand même disponibles parce que c'est libre de droit, donc sur le site IMSLP, là, c'est un site où il y a beaucoup de partitions. Mais il y a certaines œuvres comme Nocturne et Bagatelle. Le Nocturne, premier Nocturne, qu'il n'est pas trouvable ailleurs qu'à la Bibliothèque nationale, donc il faut se rendre sur place ou la commander. Donc, on ne peut pas trouver ça en magasin. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont plus éditées ou ce qui arrive, c'est que, si je pense aux États-Unis, ils vont juste prendre une copie de la première édition et ils vont rééditer la même affaire.
Mais il y a des œuvres comme ça qui sont introuvables. Puis aussi, j'ai un projet de peut-être mettre les morceaux de lecture à vue qu'il a fait pour le conservatoire, qui ne sont pas édités, de les mettre dans l'intégrale. En tout cas, c'est à suivre. Là. Puis peux-tu nous parler un peu, parce que tu m'as parlé tu as eu accès là, à ces espèces de tubes métalliques là, qui... Ah oui! Ah, moi, ça me fascine. Là, fait que... Oui, pour ma recherche, c'est des rouleaux perforés pour piano pneumatique, piano mécanique. Je suis allé à Amsterdam pour faire une recherche au Pianola Museum et il y avait là-bas des rouleaux, des rouleaux pour mettre dans les pianos, les phonolas ou pianolas, pour faire jouer la musique. Et ces rouleaux-là, ça a été enregistré par Pierney lui-même en 1908. Donc, il a joué. En jouant, ça l'a enregistré, ça a capté les informations. Ça fait des trous dans la feuille. Et c'est pas précis au niveau, comme je suis allé, j'ai écouté, c'est pas nécessairement la même chose que Pierney faisait, parce qu'on m'a emmené, on fait comme moi, il jouait pas très bien, mais c'est pas lui, c'est le mécanisme. Mais on peut en apprendre vraiment beaucoup sur l'accélération du tempo, le ralenti, aussi jouer les deux mains ensemble ou les mains séparées. Donc, c'est ça, c'est très, très intéressant pour ma recherche, en tout cas. Ouais. Super. Puis, en fait, est-ce que tu accepterais de nous jouer peut-être la pièce avec laquelle tu as pu graduer du bac? Je pense que c'est de l'étude. Oui, l'étude de concert. OK, l'étude de concert. Super, merci. Comme je disais tantôt, une étude, ça focus sur une difficulté technique. Et puis pour cette pièce-là, je pense que c'est la virtuosité, c'est la main droite qui est très active. Puis ce que je trouve intéressant, c'est comment Pierney réussit à faire deux parties différentes, deux thèmes complètement différents avec les mêmes notes, exactement les mêmes notes. Si je vous joue par exemple le premier segment, donc c'est les notes sol, la, si, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do, si, do, ça continue comme ça. Je vous joue juste ça. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est exactement les mêmes notes, mais il rallonge le rythme. Donc, ça fait, je vais jouer juste la mélodie sans accompagnement. Donc, on ne dirait pas que c'est la même chose, mais c'est exactement le même enchaînement de notes. Donc,
OK, parlons un peu de tes enregistrements. Donc, j'ai ici 2 de tes albums, ainsi que le feuillet. Pourrais-tu un peu nous parler justement de ta démarche, peut-être des 2 albums, puis comment ça s'est passé l'enregistrement pour l'un et pour l'autre? Oui. Le premier que tu m'as montré, c'est mon premier, c'est 2016. C'est essentiellement le répertoire que j'ai joué à mon examen de fin maîtrise au conservatoire. Et c'est un projet très homemade, donc avec très peu de budget. J'avais eu, grâce à Clément Goulet de la région, était venu à Maison de la musique enregistrer le programme, donc la sonate de Brahms de 40 minutes à peu près. Là. Il y avait la messe noire de Scriabine. Après, les autres, c'était il y avait un Bach, une pièce de Beethoven aussi, là, assez connue, la sonate pathétique, deuxième mouvement. Et c'était un premier projet, c'était une carte de visite aussi, puis c'était un peu un projet de financement pour aller faire les auditions aux États-Unis, puis à Toronto, à Paris. Et donc, c'est un premier essai, premier opus, voilà. Et ensuite, il y a lui qui est venu en 2021, fin 2021, donc presque 2022, et qui représente 10 ans de travail, parce que Pierre Ney... 10 ans, ouais, parce que 2013, on est 2021, peut-être, c'est ça, 2012, j'ai découvert Pierre Ney. Après, à mon examen pas examen, mais 5e cycle, fin de conservatoire, j'avais fait un récital complet Pierre Ney. Donc, ça représentait la moitié de ce disque. Et les années après, j'en ai profité pour apprendre le reste du répertoire. Donc, c'est 2 disques. Ça représente 2 heures et quart de musique. Et ça représente la moitié de l'œuvre pour piano de Pierre Ney. Et, donc, c'est comme mon bébé parce que c'est moi qui ai autoproduit. J'ai eu beaucoup plus de budget pour celui-là. J'ai une subvention, une bourse du CALC, du Conseil des arts des lettres du Québec. Et j'avais fait une Kickstarter, une campagne de socio-financement, parce que les gens pouvaient acheter l'album à l'avance. Ils pouvaient acheter des récitals virtuels que je faisais. Et voilà, ça a donné ce super produit que je suis vraiment fier. Là. Puis ça, dans le fond, c'est le livret, c'est ce que vous retrouvez dans l'album. C'est juste qu'on l'a fait imprimer plus gros pour faciliter la lecture. Là. Puis il y a des images aussi. Bon, Pierre Ney, il y a une image aussi inédite qui vient du fond Pierre Ney à l'intérieur, qu'on le voit au piano avec une amie. Et il y a une œuvre que Michel Jacques, peintre, a faite. On a fait ça en live au Vibe Musical il y a 2 ans. Où il allait passer. Non, il y a 2 ans. Pendant que j'étais en train de travailler sur l'album, il a peint une mosaïque en fait, Pierre Ney a composé ses premières pièces. C'était en Italie, à la Villa Médicis, comme prix de Rome. Puis il a fait vraiment un super... au fusain vénitien. Il a fait une super œuvre avec les monuments historiques d'Italie. Donc voilà, c'est un de mes plus grands projets que j'ai fait, à part les études. Là. Puis je pense que tu avais une anecdote pour le premier album. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai oublié la pièce en plus. Ouais, sur le premier album, il y a une pièce de Walter Boudreau, qui est La valse de l'asile. C'est une pièce qu'il a composée en 2004, il me semble, pour une reproduction de L'asile de la pureté. C'est une pièce de théâtre de Claude Gauvreau. Je pense que ça avait été écrit dans les années 50. Puis c'est un peu autobiographique, là. C'est l'histoire d'un personnage, je pense, qui perd sa femme, puis il perd la raison, puis il se suicide à la fin. Sa femme s'était suicidée aussi. Il avait composé ça pour ordinateur, là, à la base. Puis le pianiste Alain Lefebvre avait assisté à la représentation et il avait demandé à Walter Boudreau de faire une version piano seul. Et Walter Boudreau habitait, c'est drôle parce qu'il habitait à côté de la Maison de la musique, où est-ce qu'il y a le petit dépanneur, là, dépanneur Guylaine. Puis il a grandi là. Puis moi, j'ai enregistré la pièce à la Maison de la musique, donc à côté. Donc c'est assez spécial, là, les fantômes, peut-être. Ouais, c'est ça, avec la valse de l'asile, c'est un peu dans le thème de l'Halloween là, qui s'en vient, ou... Ouais, c'est ça. On entend un peu le cirque, mais un peu le cirque un peu bizarre. Il y a une petite valse, l'orgue de barbarie. Il y a un petit côté, mais très glauque. Mais puis, tu sais, Walter Boudreau, c'est un compositeur contemporain. Donc, normalement, un compositeur contemporain, on s'entend plus à une musique, pas classique, là, assez moderne. Puis, plus complexe, puis peut-être moins accessible, mais cette pièce-là, c'est une de ses pièces les plus bonbons là, qu'il a fait, là, parce que c'est harmonique.
Super. Ben, je vous la joue. Merci.
sent bien un peu la tragédie, la folie dans cette pièce-là. Hein? On l'entend bien. Là. Dans le cadre de tes performances, parfois tu joues seul, parfois tu joues avec un orchestre de 70 musiciens, parfois tu joues en musique de chambre, c'est 3 à 5. 2 à... 2 à... Ouais. En tout cas, des plus petits groupes. Ouais. Qu'est-ce qui distingue ces différents types de performances-là? Puis qu'est-ce que tu préfères, en fait? Est-ce que tu préfères jouer avec un orchestre ou t'aimes ça être en contrôle quand t'es seul? Oui, ben chacune des expériences est différent. Là. Quand on joue tout seul, ben on a plus de liberté, évidemment. On choisit le répertoire, on peut parler aux gens aussi. On peut, c'est plus convivial, peut-être tout seul. Convivial, non, mais c'est plus libre, en tout cas. Mais en même temps, il y a plus de pression parce que toute l'attention est sur nous. Donc, il faut assurer, comme on dit, la responsabilité. Après, jouer avec orchestre, c'est plus stressant, je trouve. C'est plus, ça passe moins souvent aussi comme opportunité que jouer tout seul parce que mobiliser un orchestre symphonique, 70 musiciens professionnels, rémunérés à l'heure et tout ça, donc ça coûte cher. Et sinon, tu sais aussi, c'est ça, ça arrive pas mal moins souvent dans une carrière que jouer tout seul, en général. Et donc, quand ça passe, on saisit notre chance, puis on se prépare vraiment très, très bien. Puis aussi, c'est que il faut suivre un chef, il faut suivre un orchestre. Donc, ça peut aussi... Il faut comme sortir de nous. Quand on est soliste, on peut juste rentrer dans notre bulle puis jouer, mais quand on est avec un orchestre, il faut quand même reculer, prendre un peu plus de recul pour être sûr d'être avec l'orchestre. Et... Donc, il y a quelque chose aussi qui est peut-être un peu plus complexe ou moins confortable. Mais en même temps, quand ça va bien, la puissance d'être soutenu par un orchestre, c'est quelque chose de satisfaisant, très satisfaisant. Ouais. Mais bon, ça a toujours été ça le plus... Comme je disais, la première fois que j'ai joué, j'étais très, très, très nerveux. Mais après, j'ai eu la chance de rejouer. Et de plus en plus, ça commence à devenir plus agréable, malgré que c'est toujours, pour moi, le plus stressant, jouer avec orchestre. Après, celui que je trouve le moins stressant, le plus agréable, c'est jouer avec musique de chambre. J'ai une duettiste, Marie-Claire Vaillancourt. On a le duo Gabriel Pierné. Et c'est ça. Aussi, la musique de chambre, la tradition, c'est que tout le monde a ses partitions. Donc, bon, on peut suivre la partition. Il n'y a pas une espèce de pression de soliste. Là. C'est joué par cœur. Là. Aujourd'hui, je joue avec la partition certaines œuvres. Donc, il y a une espèce de tradition qui change aussi. Puis je pense que c'est bien parce que des fois, on a tellement de pièces à monter qu'on ne peut pas tout faire par cœur. Surtout quand on a des projets différents. Et en musique de chambre, c'est rarement par cœur. Il y en a qui le font, mais c'est vraiment du bonus. Je trouve ça plaisant parce que aussi on joue pas tout seul, on est avec quelqu'un, donc les deux on se suit, on s'écoute, on fait de la musique ensemble. C'est plus, ça nous sort un petit peu de comme là, performer puis que tout soit parfait, pas faire de fausses notes. Qu'on est deux, on dirait qu'on pense moins à ces choses-là. Donc c'est ça, je dirais moins stressant, mais le plus motivant et celui qui m'apporte le plus d'énergie, c'est peut-être avec orchestre. Ouais, non, je comprends. Ouais, l'euphorie, la grandeur, là, c'est peut-être exceptionnel. Ouais. Puis si on veut te voir en spectacle, c'est quoi les projets en cours là, si on veut te voir dans les prochaines semaines ou prochains mois? Oui, plusieurs choses. Là, je pars à Paris mercredi, puis je vais faire un concert Pierné à la American Church in Paris. Sur le bord de la Seine. Je ne sais plus exactement quel quartier, là, le 8e, ou je pense dans le 8e. Je sais pas. Donc, si vous êtes là, dans une semaine, vous savez quoi faire. C'est le 8 octobre, je pense. 8 octobre, oui. Je vais rester à le Pierné complètement. Et après, j'ai d'autres projets. Avec Marie-Claire Vaillancourt, violoniste, on fait un concert à Verdun, dans ta ville, au quai 51-60. Ça, c'est le 13 décembre. On va jouer des œuvres de Pierné et de Grieg. Et il y a aussi en primeur, je vous annonce un concert qui va avoir lieu le 21 avril à la Maison de la musique. C'est le trio. On va fonder un trio, en fait, pour l'événement. C'est comporté de notre duo et on ajoute un violoncelliste, Julien Sinault, qui va venir jouer avec nous. On va faire le trio de Pierné. C'est une œuvre grandiose. C'est pas joué souvent, mais c'est une de ses œuvres peut-être les plus jouées en musique de chambre.
le trio de Pierney. Ça dure aussi 40 minutes. Donc, on va faire en première partie la sonate de Pierney, violon, piano seul. Et ensuite, sonate pour violoncelle, violon, piano de Pierney. Et le trio en deuxième partie. Ça va être... il va y avoir beaucoup de notes dans ce concert. Parce que Pierney, il y a beaucoup de notes dans sa musique. C'est très, très chargé. Puis c'est peut-être pour ça aussi, ça m'a pris autant de temps à faire mon album, parce que à apprendre, c'est une musique qui est lourde. Là. Il y a beaucoup de matière. Ben, justement, puisque Gabriel Pierney occupe une place importante, puis puisque c'est aussi dans tes projets en cours, puis les concerts à venir, accepterais-tu de nous jouer peut-être une autre ou deux autres pièces de Pierney? Oui. J'ai deux autres pièces de mon album double. C'est le premier Nocturne, qui est une pièce qui a été enregistrée une seule fois sur vinyle dans les années 70. Sinon, l'édition est très difficile à trouver. Alors, je vais vous la jouer. Puis, je vais jouer Bagatelle, qui est une œuvre plus rapide et qui a été composée dans les mêmes années, là.
Parfait. Donc, si on revient un peu... donc là, maintenant que tu es un professionnel, évidemment, il y a beaucoup du temps que tu passes à jouer qui est en préparation à tes différents concerts ou dans le cadre du doctorat. Mais est-ce que tu prends le temps de jouer pour le plaisir? Puis est-ce que tu as d'autres projets, peut-être musicaux, pas nécessairement liés avec la musique classique ou avec, ta profession? Oui, ben c'est ça. J'ai fait un projet récemment avec Didier Bonaventure à la Centre d'art contemporain, c'est la musique électronique. Je compose aussi avec mon ordinateur. J'aime beaucoup. J'ai toujours fait ça, en fait, pour le plaisir de... Je suis un maniaque de son, là, d'enregistrement. Donc là c'est enregistré aujourd'hui, là, tout ce qu'on fait. Là. Puis le son, les caméras. Puis ça, j'aime beaucoup faire ça, du montage. Et j'aimais ça, composer quelque chose, puis là, mettre une autre track par-dessus, puis faire une composition avec plein d'instruments en même temps. Donc ça, j'ai aimé. Puis il y a une composition... j'aime aussi composer pour l'image. Ça m'est arrivé de faire de la musique pour des courts-métrages. Le premier que j'ai fait, c'était pour une animation 3D. C'est une courte pièce. Et récemment, j'en ai fait un pour... j'ai rencontré un Finlandais quand j'étais à Paris, à la Cité des Arts. J'ai habité là 2 ans. Puis il y avait dans la Cité des Arts plein d'artistes de plusieurs disciplines. Et lui, c'est un Finlandais qui habitait le studio à côté de chez moi. Un chercheur, professeur. Et il m'écoutait travailler mes pièces classiques, mais je commençais souvent par des improvisations. Puis à un moment donné, j'en ai fait une, puis il aimait ça. Puis il me dit, est-ce que tu pourrais... j'aimerais ça t'enregistrer, puis pour mon prochain film, pour faire jouer, c'est un documentaire, là, donc j'ai fait ça, puis il m'en a demandé une deuxième après composition que j'ai enregistrée là, il y a quelques mois à Paris. Quelques mois, qui va être dans le film qui n'est pas encore... ou le documentaire qui n'est pas encore sorti, mais qui s'en vient. C'est ça. Est-ce que tu nous... Film de Pekka Niskanen, Finlande. Super. Est-ce que tu nous l'as joué? Je vais vous la jouer. Yes. Donc, il n'y a pas de titre, mais je trouve que ça ressemble un peu à la musique de Daft Punk. C'est une musique assez répétitive, minimaliste, mais c'est un peu comme une toccata. Il y a un tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Et c'est non-stop. C'est toujours... voilà. C'est comme une roue qui tourne sans arrêt. Super.
En fait, je reviens à votre question de plus tôt. Parce que là, on va parler de tes objectifs à moyen long terme. On n'a pas parlé d'enseignement ou de plan que tu avais d'enseigner nécessairement. Donc, est-ce que c'est dans les plans pour le futur? Est-ce que... où tu te vois dans 10 ans? Bref, Oui. c'est quoi qui s'en vient pour toi? Oui, cette année, je compte, en tout cas, faire la fin de mon doctorat. Si tout va bien, j'aimerais ça soumettre en mai prochain, puis soutenir en septembre ma thèse sur l'œuvre pour piano de Pierne. J'ai déjà enseigné dans le passé. J'enseigne un petit peu en ce moment. C'est sûr, là, je me concentre plus sur la thèse et aussi les concerts Pierne. Je me vois en tout cas faire beaucoup de concerts de Pierne, concerts-conférences, causeries. Autant à Paris qu'ici. J'aime bien. Je commence à m'habituer là-bas. Ça fait 5 ans que j'habite. Et au début, c'était plus compliqué. C'était plus difficile de l'adaptation. C'était moins évident. Puis je commence à m'habituer. Puis j'aime bien. Je commence à avoir des contacts là-bas, des amis aussi. Voilà, je fais même du hockey là-bas. Là. C'est ce qui est drôle. Là. En France, c'est bon. Ouais. Puis... je me vois enseigner aussi parce que j'aime beaucoup transmettre. Dans mes concerts, j'explique souvent mes œuvres que je vais jouer, je donne des exemples. Mais j'ai eu la chance d'enseigner plus pendant ma baccalauréat, un peu pendant ma maîtrise. Donc, c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, peut-être enseigner dans un cégep ou dans une université, parce qu'avec un doctorat en main, on peut enseigner au niveau universitaire. Donc, c'est un peu aussi une bonne... c'est bon à avoir en poche aussi. Sauf que pour moi, pour me nourrir, c'est important de continuer à apprendre du répertoire, de jouer, de vivre des expériences enrichissantes, de voyager aussi avec la musique. J'ai toujours dit quand j'étais jeune que je voulais voyager en faisant mon métier. Puis c'est vraiment la musique qui me fait voyager partout. Sauf des fois, j'aimerais ça avoir plus de temps pour visiter. Parce que des fois, j'étais allé à Lyon 2 fois, puis c'était juste pour le doctorat, donc je peux pas même visiter. Là. Ouais, puis t'as le stress aussi. Là. Si tu voyages pour la compétition, tu peux pas vraiment te laisser aller. C'est ça. Mais tu sais, je me rappelle en Chine, je pense j'avais une journée de libre, puis j'étais parti prendre le métro, puis j'étais dans la ville, puis visiter, marcher. Donc, tu sais, j'essaye de le faire quand je peux. Là. Super. Ouais. Fantastique. Écoute, ça tire déjà à sa fin. Donc, au nom de la Maison de la Culture, au nom du public, en mon nom personnel, je veux te remercier grandement là, d'avoir accepté de venir aujourd'hui puis de te prêter à l'exercice aussi. Donc, merci là, d'être venu en toute authenticité nous partager ton expérience. C'est vraiment apprécié. Puis merci de nous avoir fait partager toute la belle musique et ton talent. Ben, merci, ça fait plaisir. Puis, on espère que tu vas revenir nous visiter lors d'un prochain passage au Québec. En tout cas, merci à toi de ton implication de cette entrevue, cet entretien-là. Merci à la Maison de la Culture aussi d'avoir permis que ça se fasse. À M. Né derrière, puis à José, puis toute l'équipe d'avoir mis ça, rendu ça possible. Lisa qui nous filme aussi. Bien sûr, Lisa. Oui, merci. Puis une autre madame aussi qui nous filme, je pense, puis mon père qui filme après ça. Donc, pour terminer, pourrais-tu peut-être nous jouer soit ta pièce préférée ou une pièce qui a une signification particulière pour toi? Oui, bien sûr. Une des premières pièces, première pièce que je voulais jouer, c'était la Moonlight Sonata ou Sonate claire de lune de Beethoven. Et c'était aussi une pièce que ma grand-mère aimait beaucoup. Elle pensait que c'était la seule pièce de Beethoven qu'il avait composée. Ça, c'est un mouvement de sonate qui a 3 mouvements. Puis Beethoven a composé 32 sonates. Donc, c'est juste une petite partie de son œuvre. Et c'est une œuvre que j'avais appris quand j'étais petit, une version simplifiée. Puis là, à un moment donné, j'ai pu la jouer au complet. Et c'est une œuvre aussi que ma grand-mère est décédée en 2022, janvier. Et j'avais enregistré une vidéo de cette pièce-là, puis j'avais envoyé. On ne pouvait pas aller la visiter parce que c'était la COVID dans ce temps-là. Qui ont fait jouer la vidéo, puis elle a dit « Ah, ça c'est beau, ça c'est beau! » Puis finalement, quand elle a été déclarée que c'était sa fin de vie, on a pu aller la voir. Puis moi, c'était à mon tour parce qu'on pouvait aller un à la fois. Puis à 1h du matin, j'étais avec elle dans la chambre d'hôpital tout seul, puis elle s'est éteinte avec moi à côté. Je faisais écouter ma musique, mon Pierne, la Beethoven, puis elle est partie. Puis on avait une relation très, très proche. Là. Fait que je vais vous jouer cette pièce-là. Merci beaucoup, Antoine.
Bon, merci tout le monde, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Donc, restez avec nous. Antoine, restez avec nous si vous voulez.